IgM, on a vu, ils apparaissent dans entre le deuxième et le quatrième jour après le début des symptômes et ils vont disparaître dans les 2 à 3 mois qui suivent les symptômes. Dans une épidémie, on peut rechercher les IgM. Alors, sachant que de nombreux patients y décèdent sans, bien sûr, présenter des anticorps. Alors, donc, les IgM sont adaptés, ou la recherche d'IgM est adaptée au diagnostic rapide en période d'épidémie ou pour la confirmation de patients survivants en période de convalescence. Au-delà de la période de convalescence, on ne va plus, comme pour la majorité des virus, on ne va plus trouver d'IgM, pour la totalité des virus, bien sûr. Alors, les IgG aussi apparaissent dans les premiers jours qui suivent l'apparition des symptômes cliniques, mais ils vont persister plus longtemps, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a une donnée qui dit qu'ils persistent plus de 10 ans. On verra les années prochaines qu'est-ce qu'on pourra avoir. Alors les IgG, ils sont rarement détectés chez les patients qui décèdent, donc ce n'est pas une technique au fait qu'on peut utiliser, c'est-à-dire la recherche d'IgG, elle n'est pas applicable pour le diagnostic en cours d'épidémie. On peut l'utiliser ultérieurement, c'est-à-dire pour déterminer peut-être le statut, donc des études rétrospectives, ou pour les enquêtes de séroprévalence. Donc les techniques utilisées, normalement on utilise la RT-PCR, sauf qu'il faut faire très attention à la date de la réalisation du prélèvement pour pouvoir bien interpréter le résultat. Donc voilà ce qui concerne le diagnostic et je vous remercie. Je remercie professeur Néné et professeur Ibrahim. Et après, nous allons voir avec professeur Soufiane Millès la prise en charge du virus Ebola au niveau des urgences. À vous, professeur. Dans cette non pas initiative, mais dans ce domaine de planification de lutte contre le virus Ebola, puisque même des pays européens développés, ils essaient de calquer cette stratégie pour l'appliquer chez eux parce qu'ils étaient surpris par l'arrivée de Ebola chez eux, notamment je parle de l'Espagne. Alors, pour les définitions, etc., tout ça, on est passé, ce schéma, vous le savez, d'ailleurs, c'est les chauves-souris qui sont vous voulez se faire plaisir d'une soupe à base de chauve-souris et de là, l'épidémie a été déclenchée. Donc, en général, les chauves-souris sont les porteurs du virus, ils transmettent aux primates. Donc, on a toujours quasiment toujours une flambée chez les primates avant que la transmission se fait à l'homme. Ceci se répétait de façon périodique depuis la description de la maladie en 1996. Donc, à chaque fois, nous avions des centres d'épidémie, notamment au centre d'Afrique. Alors, ce qui se passe de l'Ouest et l'Europe et les États-Unis se fait par le Royal Air Maroc, ce qui a poussé les autorités marocaines à mettre un plan de lutte. Donc, la maladie de virus Ebola est d'autant plus redoutable que ces virus ne sont pas tout de suite repérés par l'organisme. Nous verrons ça plus avec le professeur Azami. Quand ce dernier réagit, c'est-à-dire quand le corps humain réagit, c'est souvent trop tard. Historiquement, dans plusieurs cas d'Ebola ont été diagnostiqués après un voyage à une longue distance, mais aucune n'a présenté des symptômes pendant un voyage international, mais cette fois-ci, oui. Bien sûr, parmi les facteurs de gravité de la maladie, c'est qu'il n'y a pas de traitement spécifique, il n'y a pas de vaccin. Nous ne disposons que de moyens de traitement symptomatique et de moyens de prévention essentiellement l'isolement. D'accord, donc il y a des moyens de traitement et de vaccins qui sont en cours d'expérimentation. Nous verrons un peu les actualités avec le professeur Azemi. Alors, la situation épidémiologique le 19 août, ça c'était l'image en ce moment-là. Donc il y avait 4 pays qui étaient touchés principalement, notamment la Guinée où nous avons le maximum de mortalité, à peu près 3/4 des patients touchés ont décédé. Le Libéria 56%, le Nigeria 15 cas, dont 4 décès, vous voyez que c'est le niveau de létalité le plus faible, et il faut dire que la pathologie ou bien l'épidémie a été éradiquée au niveau du Nigeria. On dira pourquoi. Et au Sierra Leone, parce qu'il y a un monitorage précis par l'Organisation mondiale de la santé, le total
des cas décrits est de 15 145 cas, donc 5 420 décès. Et nous voyons donc que les pays principalement touchés sont toujours les mêmes. Le centre d'épidémie, c'est toujours au niveau du Libéria avec le maximum de décès et d'atteintes, suivi du Sierra Leone, puis de la Guinée. Il faut dire que le Sénégal, Congo avec 49 décès. Et pour le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Sénégal, c'est des pays qui sont décrétés par l'OMS après 42 jours comme des pays où l'épidémie a pris fin. Donc, ceci s'explique par les moyens de prévention qu'a entrepris ces pays. Par exemple, je cite l'exemple du Nigeria, qui a su l'introduction de l'épidémie par un enfant qui revenait de la Guinée. C'est un enfant de 4 ou 5 ans qui a contaminé sa famille. Donc, l'enfant est décédé, ses proches sont décédés. Mais l'État nigérien a su isoler tous les patients contacts. Il a pris les cas déclarés, il les a pris en traitement symptomatique. C'est pour ça qu'on enregistre beaucoup moins de 50% de décès. Donc, ça je passe. Et qui est toujours valable. On n'a toujours aucun cas d'épidémie de maladie extrême. Voilà qui est décrit au Maroc. Le risque, professeur Ghazi, on a parlé, je vais reparler parce que ça fait partie un peu de la réorganisation des idées pour savoir un peu comment on va prendre en charge ces patients. Le risque d'introduction via le transport aérien, on sait que le risque d'introduction du virus par les vols directs, ces vols. Ces données, vous les avez déjà, professeur vous les a données, mais il faut savoir que le risque de contamination par les patients arrivant ou bien par les individus arrivant par transport aérien est faible, mais c'est un risque qui reste non nul. C'est pour ça que l'État marocain a entrepris un premier pare-feu au niveau maintenant suspect d'être une porte d'entrée. Là, pour le point d'entrée terrestre de Guelguerat, c'est le seul point terrestre où nous sommes en contact avec ces pays d'épidémie. Le Guelguerat se trouve à 350 km au sud de Dakhla, à la frontière avec la Mauritanie. Donc, la majorité des mouvements de population se fait avec la Mauritanie, mais il faut savoir que des individus traversent la Mauritanie vers les autres pays, notamment le Sénégal, la Guinée, le Nigeria. Et donc on voit que le risque est là aussi non nul, mais il risque faible. Il reste faible pour deux raisons. D'abord parce que le trafic au niveau de ce point n'est pas très important, mais aussi parce que c'est très difficile pour quelqu'un atteint d'Ebola, si ce n'est pas impossible, quelqu'un atteint d'une maladie à un virus Ebola pour voyager par les moyens terrestres. Donc ça c'est le point Guelguerat pour avoir une idée. Vous voyez donc les camions qui sont toujours en attente de transit et surtout le pont Tanger Méditerranée et le port de Gaza où il y a le plus grand flux de mouvement de la ville. Pour ces poids ils sont moins importants que les ports d'Agadir et les ports de Dakhla, puisque c'est ces ports qui reçoivent en continu des chalutiers de pêche qui viennent notamment en face des côtes guinéennes où l'activité de pêche est intense. Et donc là aussi le risque n'est pas faible, mais il faut dire que le risque qui reste faible mais qui n'est pas et présentant des symptômes compatibles sont invités à prendre en considération la possibilité de maladie d'Ebola. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu un cas, professeur Abhin, on a parlé d'un cas qui a été donc qui a constitué une fausse alerte, parce que je crois que les cliniciens étaient sursensibilisés. Renforcer la surveillance, y compris la surveillance des maladies compatibles avec la maladie à virus Ebola, et examiner attentivement tous les événements inhabituels, pas de restrictions de voyage et de commerce internationaux. Donc vous voyez que nous appliquons ça à l'être parce que par exemple la Royal Air Maroc garde toujours un mouvement régulier vers ces pays parce que l'ORMS effectivement ne recommande pas de restrictions sur le voyage des individus. Il faut poursuivre les actions de préparation nationale, on va en parler. Alors, donc vous avez vu ce schéma avec le professeur El-Ghazi, il résume un peu le plan du transport, du ministère du Tourisme, la Royal Air Maroc et aussi donc l'administration des aéroports.
régional. Donc on fait un contrôle sanitaire des voyageurs à la sortie du pays touché au niveau des aéroports. On fait le contrôle de l'état général de la température des passagers. Bien sûr, tout patient ou tout individu suspect sera examiné en bonne forme. Réalisé par l'autorité sanitaire du pays de départ. Bien sûr, ceci dans les cadres des conventions bilatérales et en collaboration avec les organisations impliquées, notamment Médecins sans frontières, l'OMS, etc. Je rappelle, le personnel de la RAM, il est aussi formé, le personnel opérant au niveau vers cette direction, il est informé, il est formé pour donc ce contrôle sanitaire de première ligne. Alors, au-delà de ces points frontaliers, donc on fait toujours le surveillance de l'état de santé à travers l'observation directe, la prise de température et de la communication avec les passagers, un petit interrogatoire au niveau des points de passage et l'affectation de kits EPI pour la flotte de la RAM. Les kits EPI, c'est les kits d'isolement pour pouvoir aborder un patient ou bien un individu suspect d'Ebola. Et nous avons la procédure de gestion d'un cas suspect d'Ebola à bord d'un aéronef qui a été élaboré par l'OMS et qui est adopté et qui a été la base de formation du personnel de la Royal Air Maroc. À l'arrivée au pays, il y a un entretien qui se fait avec le commandant de bord des avions sur les conditions sanitaires du vol, contrôle de la température par caméra thermique au niveau de l'aéroport et de thermomètre à distance infrarouge. L'observation visuelle de l'état général des patients, bien sûr tout patient qui est très fatigué, abattu, asthénique sera isolé et examiné. Le questionnaire de collecte des renseignements personnels, donc on fait une fiche par passager venant des pays d'épidémie et ceci permettra donc le suivi par la suite au niveau des sites de résidence ici au Maroc. Les patients. Alors cette sensibilisation se fait également par ce dépliant qui a été élaboré par le ministère de la Santé. On demande aux patients de faire une autosurveillance, aux individus de faire une autosurveillance, mais on les fiche donc, à travers ces fiches qui comportent leurs coordonnées. Les autorités locales de la localité de résidence ainsi que la gendarmerie royale et les services des soins ambulatoires du ministère de la Santé vont rendre des visites hebdomadaires à ces individus, donc toujours dans le cadre du suivi de leur état. Maintenant, on est arrivé à leur distribuer des téléphones avec des puces pour pouvoir les rejoindre quotidiennement, les appeler pour savoir s'ils ont des manifestations qui peuvent donc pousser à suspecter le virus Ebola. Donc c'est le type de dépliant qui est distribué pour la sensibilisation de la population, notamment donc ces individus venant de ces pays à risque. C'est un peu ce qui se passe au niveau du point de transit terrestre. Il est pratiquement identique à celui des aéroports ou de l'aéroport Mohamed V, où le questionnaire est rempli, les fiches individus, les questionnaires et les infirmiers, bien sûr, ils examinent les individus à un examen sommaire. Donc ça c'est le point médical ou paramédical à Guelgaret. Ça c'est les ports, donc pareil pour les ports c'est la même chose. Donc c'est juste pour dire qu'il y a un travail important qui est fait en amont de l'hôpital pour une bonne traçabilité des patients suspects pour pouvoir les poursuivre, pour pouvoir dépister ces cas et limiter la contamination et les isoler bien sûr quand il le faut. Alors cette autosurveillance de température de l'état de santé se poursuit pendant 21 jours après l'introduction de l'individu dans le territoire marocain. Le suivi actif de l'état de santé des voyageurs entrant au Maroc se fait par visite à domicile, comme je viens de dire, et au contact par téléphone 3 fois pendant c'est-à-dire de façon hebdomadaire pendant 21 jours suivant l'entrée au Maroc. Ceci grâce à la collaboration entre le ministère de la Santé, la gendarmerie royale, les autorités locales essentiellement. Et donc sur le plan ministère de la Santé, il a aménagé un centre d'isolement et de prise en charge de référence qui se trouve à l'hôpital Moulay Youssef à Casablanca. Sur le plan régional, ce centre de référence, il a été implanté au niveau de l'hôpital Boulkhateb, à l'hôpital Kokar, avec un système de garde qui est déjà instauré, des personnes contact au cas où et des ambulances avec un personnel qui est formé pour le transport des patients.
En attendant bien sûr le transfert de ces patients vers ce centre dédié à cet effet, un centre d'isolement il a été aussi prévu, bon, pas prévu mais aménagé ici au CHU Hassan II. Nous avons aussi acquis les kits de protection pour l'abord des patients et nous avons fait la formation minimale nécessaire pour le personnel aussi bien médical, donc les internes, les médecins internes des urgences, mais aussi le personnel des urgences pour comment se comporter en cas de suspicion d'un cas d'infection à virus Ebola. Donc, pour les guides, le guide de gestion il est basé sur 7 points. Ça, c'est les recommandations du ministère de la Santé marocain et qui sont basées sur les recommandations de l'OMS. Il faut isoler les cas suspects, probables ou confirmés. Donc, tous ces cas, soit qu'on le suspecte, soit qu'il est probable, vu tous les contextes, les critères d'inclusion dont on a parlé le professeur Rabhi, ou les cas confirmés, bien sûr, donc après prélèvement biologique. Bien sûr, il faut, s'il vous plaît, éviter les grandes paniques, parce que la panique peut entraîner plus de dégâts que le virus Ebola. Il faut savoir garder son calme, isoler le patient immédiatement, bien sûr évacuer le service des urgences, se munir des kits de prélèvement, des kits de protection et tout pour prendre ce patient en charge, l'amener vers son unité d'isolement, faire les prélèvements nécessaires et acheminer le prélèvement, bien sûr. Quand vous voyez le travail qui a été fait en amont de déclencher la procédure dont on est en train de parler, faire la prévention et le contrôle de l'infection lors des soins dispensés et des cas suspects ou confirmés de maladie à virus Ebola, il faut faire la prise en charge des cas confirmés. Donc on verra, c'est une prise en charge qui est purement symptomatique. Nettoyage de l'environnement et gestion du linge. Donc pour ça, nous avons le service d'hygiène qui est formé pour ça. Nous avons les conteneurs indispensables pour la collecte des déchets et pour l'incinération de ces déchets par la suite, parce que la contamination par les déchets, vous avez vu, elle reste active pendant plusieurs jours par la suite jusqu'à 21 jours. La gestion du décès, alors il faut savoir que dans les pays où l'épidémie est toujours active, il y a des pratiques assez particulières lors de l'inhumation des cadavres, et donc l'entourage du défunt entre en direct avec l'eau de lavage du cadavre, et c'est ce qui a participé au départ à cette grande propagation de l'épidémie. Et donc finalement, il faut très bien respecter la gestion des décès. Pour ça, les services municipaux d'hygiène sont avertis parce que c'est eux qui s'occupent des dépouilles par la suite. Et la prise en charge d'une exposition à l'infection à virus Ebola. Ceci, bien sûr, par le port des kits spéciaux. Donc, nous avons un seul laboratoire qui fait le diagnostic de certitude, celui de l'Institut Pasteur à Casablanca. Nous avons les kits de prélèvement sécurisés, un niveau P3, et la procédure pour le prélèvement et l'acheminement, elle est ficelée, l'ambulance elle est toujours prête, et donc le système il est huilé pour ça. Alors, pour la contamination, donc, au niveau de la zone d'habillage, donc là, vous allez suspecter la maladie chez un patient en se basant sur les critères dont on a parlé pour ce chapitre. Essentiellement, la période d'incubation, il faut que le patient soit dans cette fourchette de contact avec une personne suspecte pendant 2 à 21 jours, après des mains avec de l'agnos gel ou bien tout gel, bien sûr, désinfectant et stérilisant les mains. Après, il faudra mettre l'appareil de protection respiratoire parce que un masque normal, un masque chirurgical qu'on met d'habitude n'est pas suffisant. C'est des masques microporo FFP2 et qui sont fournis avec les kits. Je rappelle qu'on a reçu les kits imperméables et qui sont, je crois qu'on a 45 kits, donc suffisant pour plusieurs cas. Et pour les gestes exposant à un risque élevé d'aérosolisation, donc intubation, extubation, ventilation mécanique avec circuit expiratoire, etc. VNI, aspiration endotrachéale, donc tous ces gestes invasifs de réanimation, il faut mettre des masques encore plus étanches qui sont FFP3, et donc c'est là aussi des masques qui sont fournis avec le kit pour les procédures invasives. Bien sûr, la barbe est un facteur péjoratif pour les barbus.
Donc il faut mettre des filets élastiques au doigt avant de les mettre, c'est pour pouvoir bloquer toujours les manches en position très basse. Il faut zipper la combinaison, mettre la capuche et scotcher les fermetures au niveau du thorax et du cou. Donc là aussi, le scotch il est fourni avec le kit. Pour une meilleure protection, pour mieux rajouter un tablier à usage unique en dessus de la combinaison. Donc finalement, quand vous êtes comme ça, vous êtes prêt à faire les soins à votre patient, à faire donc la procédure de diagnostic, notamment le prélèvement. D'accord? Pour le déshabillement, ou bien, après avoir donc abordé le patient, le déshabillage est une étape encore plus délicate que l'habillement. Pourquoi? Parce que quand vous manipulez un patient infecté à Ebola, donc vous avez un grand risque d'avoir du virus sur vos habits de protection. Et donc le déshabillage, d'ailleurs, on a l'exemple de l'infirmière, la fameuse infirmière espagnole, hein, qui a fait un faux geste en se déshabillant, en enlevant sa combinaison, et donc qui est tombée malade par la suite. Heureusement, elle est guérie. Donc le déshabillage est aussi une technique très rigoureuse parce que là, il y a le risque d'auto-contamination. Il faut commencer par éliminer la deuxième paire de gants et le tablier avant de sortir de la chambre du patient. Et puis donc à l'écart du patient, quand vous êtes sorti sur le local entre le milieu extérieur et la chambre patient, c'est là le lieu de déshabillement. Et c'est là où doit se faire le déshabillement peut se faire soit tout seul, soit par l'aide d'une autre personne qui est là aussi en tenue de protection. Bien sûr, il faut avoir du matériel qui est un champ imperméable, des ciseaux, un double emballage, avec support si besoin de produits hydroalcooliques pour se stériliser les mains après. Donc commencez par l'enlèvement des gants quand vous les voyez et ne plus le toucher tout en le mettant directement dans le conteneur de la collecte des déchets. Donc il faut décoller les rabats un par un pour accéder à la fermeture à glissière et permettant l'ouverture de la tenue. Donc là aussi il faut inverser, enlever la capuche par retournement, la position bien en arrière. Donc là il faut toujours veiller à écarter les bords de la combinaison de vos habits de travail à l'intérieur. Donc, après, vous pouvez toucher l'extérieur des combinaisons tout en les retirant vers l'arrière. Bien sûr, là, l'importance d'avoir, et à la fin, donc, abaisser la combinaison jusqu'en bas, ouvrir les attaches des bottes de protection, et là, donc, vous ne manipulez plus en bas, mais vous appuyez vos pieds sur les chaussures. Et là, quand vous enlevez les pieds un par un, une fois arrivé à l'étape 18, il ne faut plus remettre le pied là où vous étiez, mais avancer d'un cran pour s'éloigner de la région supposée contaminée pour ne pas faire sortir le virus à l'extérieur avec vous. D'accord? Donc une fois toute la combinaison et tout est mis par terre, vous inversez ce champ, hein, vous le prenez par en bas et vous mettez tout ce que vous avez enlevé dedans et vous le mettez dans le pack de conteneurs. Et là donc finalement vous êtes supposé ne plus être contaminé et vous enlevez de la même manière les gants, les derniers gants que vous avez utilisés, vous les enlevez de la même manière, vous les jetez dans le bac de collecte et sur place, vous prenez votre solution hydroalcoolique. Alors là, ce n'est pas une bonne manipulation parce que c'est une manipulation de démonstration, mais il faut avoir un distributeur de solution hydroalcoolique que vous utilisez avec vos coudes pour stériliser vos mains. Vous faites une stérilisation d'abord des mains entre les doigts et après donc vous prenez une deuxième jusqu'à vos coudes, comme un peu pour la désinfection chirurgicale. La dernière étape, c'est donc après avoir bien sûr décontaminé vos mains, vous enlevez le masque et les gants et les lunettes de protection et bien sûr vous vous relavez ou bien vous restérilisez les mains de la façon dont on a parlé. Donc pour la gouvernance et la coordination, elle est assurée par le ministère de la Santé. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'une fois que vous avez un cas suspect ou a fortiori confirmé,
vous aurez donc toute l'aide nécessaire par toutes les autorités compétentes, notamment le ministère de la Santé et les autorités locales ainsi que la gendarmerie royale. Donc vous savez que la gouvernance et la coordination est assurée par le ministère de la Santé, notamment la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies qui est en situation de veille 24/24. Au niveau central, donc c'est la 2LM, et puis au niveau des régions, c'est au niveau des directions régionales. Et donc, on essaie toujours d'actualiser nos pratiques en restant en contact régulier avec les autorités compétentes, notamment l'OMS et le CDC d'Atlanta. En conclusion, c'est une pathologie à risque réel. La veille et la vigilance au Maroc depuis le début de l'alerte par l'OMS en fin 2014. Donc, comme j'ai dit, nous étions parmi les premiers pays à mettre en place un dispositif de veille et de vigilance. Le renforcement du dispositif suite à l'aggravation de l'épidémie et notamment après la traversée de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. Et donc, pour le moment, puisque nous ne disposons ni de traitement ni de vaccin, le seul moyen de la lutte, c'est la détection précoce et l'isolement, bien sûr, en respectant les bonnes pratiques d'abord du patient, comme on vient d'en parler, et je vous remercie. Nous vous remercions, professeur Milas. Et à présent, le dernier intervenant sera le professeur Mohamed El-Hazami Idrissi pour nous parler de l'approche immunologique du virus Ebola. À vous, professeur. Vraiment, j'ai eu le plaisir de travailler avec eux et de préparer ce programme. Et j'ai trouvé des gens qui sont des étudiants et des personnes, garçons et filles, qui sont très motivés et ça fait vraiment très plaisir. Et votre présence et le fait que vous êtes resté jusqu'à cette heure-ci pour m'écouter, vous parler, ça montre que vous les respectez énormément et que vous les encouragez pour continuer dans ce sens. De toute façon, je n'aurai pas beaucoup de choses à vous dire. Mes collègues et amis, les professeurs qui sont passés avant moi vous ont tout dit. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Parce qu'apparemment, je n'ai pas beaucoup de choses à vous raconter. Mais quand même, j'aurai quand même quelque chose à vous dire. Alors, dans ma présentation, ça va être un petit peu l'approche immunologique que Madame Bounani, voilà, même le micro est fatigué. Madame Bounani a très bien traité avant moi concernant la réponse immunitaire anti-Ebola. Bon, je vais en parler de façon un petit peu différente en mettant l'accent sur un aspect très important qui est l'évasion virale à la surveillance immunitaire. Et aussi, je vais vous parler également de traitements ou de perspectives thérapeutiques. Parce qu'en ce qui concerne les traitements, il n'y a pas de traitement actuellement, c'est des bricoles de traitement, comme nous allons voir. Et puis, on va terminer en parlant de quelques perspectives thérapeutiques. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. On va parler de la réponse immunitaire antivirale, la réponse ou comment le virus Ebola échappe à la surveillance immunitaire, ce qui est une caractéristique pas seulement du virus, on va parler des traitements. D'abord l'introduction. Un phénomène qui est avant tout un phénomène à la fois sanitaire, un phénomène social et un phénomène médiatique. Quand on voit ce genre d'images, on est bombardé par des images, que ce soit à la télévision ou sur le net. Vous allez retrouver énormément d'images, comme ici, les images qui reprennent un patient là, qui est un laboratoire P4, et le professeur Milas vous a présenté comment on charge un patient atteint du virus Ebola. La même chose s'applique sur les personnes qui travaillent dans les laboratoires de type P4, qui sont drastiques. Et la même chose s'applique, comme l'a expliqué le professeur Milas tout à l'heure, pour la prise en charge du patient. Là, c'est pour la prise en charge plutôt d'échantillons qui sont contaminés par le virus Ebola. Les news ou les médias, vous voyez, rien que Newsweek, il y a eu, en l'espace de quelques mois, 3 numéros avec comme la page principale, on parle du virus Ebola.
Ici aussi, le Bloomberg Business Week, c'est une revue qui est consacrée au business, donc aux finances. Là aussi,